Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui nous allons analyser le style workwear, son histoire, ses influences culturelles et enfin je te proposerai 10 pièces que tu pourras intégrer dans ton vestiaire. Si le style workwear est aujourd'hui un style à part entière, comme une sorte d'hommage, ce ne fut pas toujours ainsi. Par le passé, ce style vestimentaire, qui n'en était pas un à l'époque, a été adopté plus par nécessité de se procurer des vêtements de bonne qualité et résistants que par pure esthétique. Ainsi, il existe une multitude de pièces que l'on pourrait appeler workwear, chacune d'entre elles correspondant à un besoin de l'époque, et ce dans chaque corps de métier manuel. Mais quelles sont les origines du style workwear ? Eh bien, il faut savoir que ce style est un mélange de vêtements issus du monde du travail et du monde militaire pour la grande majorité, n'a donc pas vraiment de date d'apparition établie. Pour le monde militaire, les premières réflexions sur les tenues de combat modernes ont eu lieu pendant la guerre hispano-américaine de 1898, avec l'apparition des premières tenues camouflées et surtout des premiers kakis. Par la suite, le monde militaire accouchera de nombreuses pièces et c'est ce que nous allons voir plus tard dans la vidéo. Concernant le monde du travail, le workwear nous vient des États-Unis où, au XIXe siècle, on commence à confectionner des vêtements plus robustes, notamment pour ceux qui travaillent en usine, dans les mines ou sur les chantiers. Ce type de vêtements devait cocher 3 critères, la durabilité, la praticité et le confort. Des marques comme Carhartt, Levi's et Red Wing sont alors parmi les premières à proposer des vêtements de travail de haute qualité pour tous les travailleurs américains. En Europe, le workwear se développe après la Seconde Guerre mondiale. En pleine période de reconstruction, il faut mobiliser beaucoup de travailleurs pour réparer et reconstruire les villes. On propose alors à ces ouvriers des vêtements de travail qui se démarquent par une élégance plus travaillée qu'aux États-Unis. On aperçoit par exemple des coupes plus ajustées et des matériaux plus légers. Enfin et pas des moindres, le workwear japonais. Pour bien le comprendre, il faut remonter plus de 70 ans en arrière, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, l'archipel est placé sous tutelle américaine. Les soldats sont alors basés au Japon et apportent avec eux tous les symboles du style de vie américain. Les chewing-gums, la gomina, les jeans et le rock'n'roll. Si les États-Unis sont vus à l'époque comme un envahisseur, certains aspects de la vie américaine vont pourtant rapidement s'implanter dans le quotidien des Japonais, et notamment le jean selvedge. Si le pays développe depuis des siècles un tissu similaire au jean, le choc des cultures catapulte le jean américain comme maître en la matière. Les fabricants de denim abandonnent alors la production de qualité pour celle de masse et le selvedge américain voit sa cote décliner, permettant au Japon de devenir une référence en la matière. Au-delà du tissu, c'est sa production stylistique qui permet au Japon d'être aussi respecté dans le domaine. Comme pour sa culture, le Japon a su allier tradition et modernité en proposant un style extrêmement travaillé et minutieux. Côté culture, tout le monde se souvient de la mode hipster autour des années 2008, plutôt inspiré côté bûcheron avec des chemises à carreaux ou la trop célèbre botte de travail de chez Timberland. Plus précisément, on retrouve un engouement important pour la veste de travail et surtout les vestes de travail issues des bleus à la française qui sont adaptées un peu partout chez les marques de prêt-à-porter. Côté cinéma, on retrouve évidemment une abondance de style workwear américain, plutôt orienté cow-boy, avec des séries comme Yellowstone ou Outer Range. Dans un style européen, tu peux voir des tenues d'ouvriers comme dans la série Peaky Blinders par exemple. Pour t'aider à intégrer le style workwear, j'ai pris les pièces les plus courantes du vestiaire masculin et je vais te donner leurs variantes dans le style workwear. La première pièce que je te recommande pour le haut du corps, c'est bien sûr le Henley. Il faut savoir que le t-shirt est une invention de l'armée américaine qui date de la Première Guerre mondiale et qui servait de maillot de corps à la marine américaine. Le Henley, lui, est né au 19e siècle en Angleterre et se démocratise tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1839 lors de la Royal Regatta, la plus grande course d'aviron du Royaume-Uni pendant laquelle on s'échangeait souvent les maillots entre sportifs de différentes équipes. Pour le pull, tu peux partir sur un pull épais et texturé comme un pull Aran. Ce pull irlandais, né au début 1900, est connu dans le monde entier et tient ses origines de l'archipel des îles Aran, situé au large de Galloway, sur la côte ouest de l'Irlande. C'est une terre de pêche et d'agriculture, avec un climat rude, pluvieux et venteux. Les moutons y étant nombreux, les femmes de l'époque commencèrent à tisser leur laine
pour en faire des pulls et protéger leurs maris du froid et de l'humidité. Comme ces bons vieux hipsters, on ne passe pas à côté de la chemise à carreaux. Faite de flanelle lourde, elle apporte de la chaleur et tu peux en trouver de toutes les couleurs et à tous les prix. La chemise à carreaux est issue d'un imaginaire américain, mais en réalité, elle est née en Angleterre et plus précisément en Écosse. Là-bas, chaque motif tartan désigne une appartenance à un clan, une famille et possède son motif propre. En 1746, après la bataille de Culloden, opposant les clans écossais des Highlands et l'Angleterre, les autorités britanniques voulurent effacer tout symbole de la culture écossaise et interdire le port du tartan en 1747. Le prince Charles-Édouard Stuart, à l'origine de la rébellion contre l'Angleterre, portait à cette époque ce qui s'apparente aujourd'hui à une chemise à carreaux. La légende veut qu'un descendant du clan écossais MacCluskey ait débarqué au début du 19e siècle dans le Montana et ait échangé ses couvertures tartan aux Amérindiens contre des peaux de buffle. À la même époque, John Rich, fils d'un cardeur de laine anglais, quitte Liverpool pour s'installer en Pennsylvanie et fonder l'usine Woolrich Woolen Mills. En 1850, Woolrich propose un modèle nommé Buffalo, une chemise à carreaux régulier et imposant, rouge et noir. Les rumeurs disent que le nom Buffalo viendrait du fait que Rich élevait des buffles en parallèle de ses activités dans la laine. Cette chemise à carreaux rouge et noir connaît alors un succès immédiat et continu. Alors en pleine conquête de l'Ouest, durant la seconde moitié du 19e siècle, il n'est pas rare de voir sur leurs chevaux des cow-boys équipés de Santiago et de la fameuse chemise Buffalo. Je ne peux pas faire de vidéo sans te parler de la veste de travail française, imaginée à la fin du 19e siècle et popularisée à partir de 1913 par la marque Mont-Saint-Michel, puis le Laboureur dès 1956. Cette veste, historiquement confectionnée en moleskine ou en tuile de coton, commence à être produite lors de la révolution industrielle. En effet, les premières machines mécaniques puis semi-automatiques faisant leur apparition, elles amènent leur lot de contraintes, parmi lesquelles déchirures, salissures et projections. Il faut donc adapter le vêtement des ouvriers et trouver une tenue de travail adaptée qui puisse également protéger le travailleur des éventuels dangers. On met alors au point différentes pièces, à commencer par la blouse de travail droite, munie d'une ceinture. Les pièces du bleu traditionnel se déclinent alors en plusieurs modèles comme la salopette de travail, la combinaison ou encore l'ensemble 2 pièces, pantalon et veston. Ces différentes formes sont des modèles pratiques pour l'employé qui se vêtit de son habit de travail et peut directement se mettre à la tâche, notamment grâce à de nombreuses poches sur le modèle qui lui permettent de travailler rapidement. Enfin, la couleur bleue, qui a donné son nom à ces uniformes de travail, a aussi connu son évolution. En effet, le bleu I-d'entraîne fut créé en 1901 par BASF et fut choisi pour sa résistance à la lumière, aux intempéries et à la chaleur. Si tu veux une autre veste, je te propose le Deck Coat. Né en 1934, il est issu d'une phase de développement de nouveaux uniformes pour la Navy. Alors utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale, la veste de pont N1 est fabriquée à partir d'une coque extérieure en tissu jungle ressemblant à du velours côtelé et une doublure chaude en alpaga. Plus sophistiqué, je te propose le caban. Ce sont les navigateurs européens du XVe siècle qui l'auraient adopté en transformant une petite cape appelée localement kaba et qui était portée par les pirates du Maghreb en véritable barrière contre le froid. Il est adapté dans la Royal Navy à partir des années 1800. En France, il est porté pour la première fois en 1848. Initialement, il se caractérise d'une rangée de 10 boutons frappés d'une encre comme les pointes de son col. Les matelots eux-mêmes savaient le rendre imperméable au moyen d'un apprêt composé de goudron, de suif et d'huile de térébenthine. Passons maintenant au bas avec le chino. L'histoire du chino remonte à 1848 et est issue du monde militaire britannique. À cette époque, Sir Harry Lumsden, un officier britannique alors basé dans une colonie pakistanaise, est mécontent de l'uniforme de ses troupes, ces derniers portant alors une veste de laine rouge et un pantalon blanc. Une tenue donc plutôt chaude, mais aussi et surtout très visible. Ainsi, notre officier britannique décida de créer un uniforme répondant aux contraintes du terrain. Il le réalisa dans un coton croisé, léger et résistant, de couleur kaki. Même si l'armée britannique importait le tissu d'Angleterre, la légende dit que, lorsqu'il n'y avait plus de ravitaillement, les hommes teignaient leurs pantalons blancs avec du café, du thé, du jus de tabac ou même du curry. Et s'ils n'avaient aucune de ces substances sous la main, ils salissaient artificiellement leurs uniformes avec de la saleté et de la terre. Le mot kaki signifiant couleur du sol en hindi. C'est seulement à partir de 1902 que le kaki fut officialisé comme uniforme.
Il fut adopté par l'ensemble des troupes présentes en Inde et plus largement par tout l'Empire britannique. Une couleur que l'on retrouvera d'ailleurs au sein d'autres armées avant d'être standardisée dans le monde entier. Pour les chaussures, une seule marque, Red Wing. L'histoire de cette marque débute en 1905 dans la petite ville de Red Wing, Minnesota. Monsieur Beckman, alors cordonnier dans une rue commerçante, remarque la forte demande pour des paires de chaussures de travail confortables et robustes qu'aucune boutique ne semble pouvoir fournir. Charles Beckman établit alors la Red Wing Shoes Industry. Pour créer son nom et son logo, il s'inspirera d'un chef Dakota Sioux du Mississippi du nom de Red Wing qui utilisait comme symbole de son rang une aile de cygne sauvage teintée de rouge. Le succès de Red Wing est principalement dû au fait que les deux critères de ses produits, le confort et la qualité, ne sont jamais compromis. Ceci est largement illustré par le fait qu'aujourd'hui, une troisième génération d'employés, située dans la même rue que l'usine d'origine, fait perdurer la tradition en utilisant le même savoir-faire. Aujourd'hui encore, l'usine d'origine de Red Wing est utilisée pour le développement de nouveaux produits. Concernant les accessoires, tu peux prendre des ceintures robustes et iconiques, comme par exemple une ceinture western ou une ceinture à double ardillon. Le plus important est qu'elle soit épaisse et ou texturée. Pour finir, la montre. Pour coller à l'univers du workwear, je te conseille de partir sur une Field Watch créée pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le ministère britannique de la Défense voulait équiper ses soldats de montres spécialement adaptées à leurs besoins, les modèles du grand public ne faisant pas l'affaire dû à leur fragilité. Pour optimiser la production et ne pas dépendre d'une seule manufacture, le MOD lança un appel d'offres à toutes les maisons horlogères suisses capables de produire une montre qui se conformerait à leur cahier des charges. L'industrie horlogère britannique, déjà mal en point avant la guerre, s'était tournée vers la production d'instruments de mesure pour l'aviation et la marine des armées britanniques. De plus, la Suisse possédait des horlogers déjà très réputés et était protégée par son statut de pays neutre. Le pragmatisme anglais fit le reste. Les spécifications des montres étaient très strictes et finalement 12 manufactures suisses furent retenues. Burden, Sima, Eterna, Grana, Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IWC, Omega, Record, Timor et Vertex. Ces montres furent désignées comme 3W, Waterproof Wristlet Watch, pour montre au poignet étanche. Elles furent affectueusement surnommées les Dirty Dozen ou douzaines poussiéreuses en référence au nombre de champs de bataille qu'elles arpentèrent. Elles étaient fournies sur un bracelet de cuir de cochon ou un bracelet en tissu. Les bracelets en NATO, eux, n'apparaîtraient que dans les années 70. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo pour soutenir mon travail. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.